les asperges. Et voilà des fraises. Je vous remercie bien. Et pour la peine, je vais vous jouer un morceau de piano. L'objectif des Petits Frères des Pauvres, dans la continuité de son histoire, est de rejoindre ceux qui souffrent de repli, de mise à part. Depuis nos origines, on est auprès des personnes âgées seules. C'est une des seules associations qui a cette spécificité liée à l'âge et liée aux conditions vécues au sein de cet âge. Notre mission principale, c'est bien d'accompagner, avec le sens fort qu'on peut donner au mot accompagner, au sens de suivi, d'aide, de soutien. Et ça, je dirais que ça n'a pas changé depuis 1946. Armand Marquiset, quand il a créé les Petits Frères des Pauvres, c'était bien pour accompagner les gens qui, à l'époque, n'avaient plus rien à manger, n'avaient plus de quoi se chauffer. Bon, c'était une autre approche, bien sûr, mais toujours dans le même esprit et les mêmes valeurs. Armand Marquiset était issu d'une famille très riche, qui habitait le 16e arrondissement, après avoir vécu une vie un petit peu libre, entre guillemets, j'insiste, très libre, tout en étant catholique pratiquant. Il a décidé, c'était juste avant la guerre, en 1939, de se consacrer qu'aux pauvres. Il a eu comme un coup de grâce à Notre-Dame. Il avait une dévotion énorme pour la Sainte Vierge. Et là, il a senti qu'il fallait qu'il donne sa vie aux pauvres. Va, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Juillet 1939, un homme prie à Notre-Dame de Paris. Oui, tout abandonné, Seigneur, pour vous servir dans vos pauvres. Brûler d'amour pour ceux qui sont seuls, qui ont faim, qui sont là, leur consacrer sa vie, toute sa vie. D'autres hommes ont sûrement cette vocation. Mais où sont-ils? Sainte Vierge Marie, aidez les petits frères des pauvres à naître, à aimer, à servir. 10 ans après, les petits frères sont nés. Ils viendront désormais chaque année en pèlerinage d'action de grâce à la même place où Marie exauça cette prière. Ils remercient celle qui leur a donné le jour. En 1946, il a décidé de faire ses vœux au pied de la Vierge Marie, qui se trouve à droite de l'autel quand vous entrez dans la cathédrale, où chaque fois qu'on célébrait une année de plus chez les petits frères, il y avait toujours 1000 lys blancs qui étaient apportés par Armand pour mettre au pied de la Vierge. C'est très original, mais Armand était un homme d'une générosité absolument fantastique. Il a surtout eu l'intelligence et la sensibilité pour bien percevoir où se trouvaient justement ces pauvres de l'époque, puisque effectivement le sort des personnes âgées, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, ce qui était le sort de ces personnes âgées au sortir de la guerre ou dans la préoccupation de la reconstruction, leur sort était passé carrément au second plan. Il y avait une pauvreté inimaginable aujourd'hui. Des 6e étages sans eau, les toilettes à mi-étage, les petits chauffages au charbon. Enfin, on imagine mal une pauvreté évidente. Il n'y avait pas de retraite de vieux travailleurs. Et surtout, il y avait les bourgeois ruinés par la guerre, et des gens qui n'étaient pas préparés. Les bourgeois ruinés étaient complètement perdus. Une vieille dame qui attend en vain. Pour elle, la fête est finie. Elle est, comme disent les économistes, hors du circuit social. Économiquement faible, improductive, fiscalement inexistante. Bref, sans intérêt pour la collectivité. Il ne lui reste plus qu'une issue, le silence.
dernier refuge de ceux qui ont gardé le sens de la dignité. Nous le crucifions, vous le crucifiez aujourd'hui à travers les pauvres. Ce silence déchirant qui était celui du Christ sur la croix, des hommes l'ont entendu. Des hommes qui ont fait vœu de venir au secours de ceux qui ne crient pas, qui n'appellent pas, qui ne se plaignent pas, mais qui existent dans l'ombre, et dont le sort est un des plus insupportables scandales de ce temps. L'engagement des petits frères les lie devant Dieu et devant les hommes. C'est dans la prière qu'ils puisent la volonté d'accomplir leur mission pour que soit enfin abolie sur terre cette crucifixion permanente qu'est la pauvreté. Moi, j'étais dans un lycée essentiellement communiste et vous aviez un groupe qui s'était formé dans le lycée de catholiques. Et ces catholiques m'ont dit, est-ce que ça t'ennuierait pas de venir nous aider pour aller porter ces repas chauds, mardi, jeudi, samedi, dans les 8e, 9e, 10e étages du 11e arrondissement, puis après du 19e, puis du 20e arrondissement. Voilà, c'est comme ça que je suis entré chez les petits frères. Et quand Armand m'a vu pour la première fois, il m'a dit, celui-là, il restera avec moi. Et j'en ferai un petit frère d'habitude, c'est-à-dire un petit frère définitif, quelqu'un qui se consacrera complètement à la vie, j'allais dire pas monastique parce que ça serait inexact, mais à la vie religieuse, car on ne pouvait y être qu'en priant le Seigneur tous les jours, mais en travaillant tous les jours, y compris pendant les vacances pour les petits frères. Une communauté de jeunes hommes réunis par la même angoisse et par la même volonté. Ils sont sortis de leur individualisme parce qu'ils ont compris que ce que chacun ne pouvait réaliser seul serait accompli dans l'union de tous. La mission qu'ils se sont donnée est une mission d'amour et de joie. Ils la partagent comme on partage le pain autour de la table familiale. Elle est leur propre nourriture, et ils en sont les premiers bénéficiaires, car elle a donné un sens à leur vie. Les petits frères des pauvres ont entendu l'appel du Christ. C'est une mission divine qui leur est confiée, la mission d'aimer. Cette journée pour eux commence dans la prière. Ils vont à la chapelle comme à une source, puiser la vérité. Armand Marquiset a consacré son temps entièrement bien au service des pauvres, mais surtout au service de l'Église, c'est-à-dire la chrétienté. Si bien que je vais aller très loin dans mon raisonnement, quand nous avons commencé, à partir de 1946, 47, 48, 49, si vous voulez, nous étions bien sûr obligatoirement, l'adverbe est très important, catholiques pratiquants. Ils n'acceptaient que cela. Rue Légevin, on est une méchante bande de garçons enthousiastes, mais en même temps, ils trouvent qu'on n'est pas suffisamment près d'une vocation mariale, d'un respect du Christ dans les pauvres, c'est pas suffisant, etc. Et à ce moment-là, la porte sonne, on sonne à la porte, il va ouvrir, rentre une femme, un peu mal habillée, un peu difficile à regarder presque, et il se met à genoux, embrasse le bas de la robe de la dame, se retourne vers nous en disant « c'est le Christ qui rentre ». Bon, c'est un peu théâtral, mais n'empêche que ça nous a foutu un coup sur la tête. Armand est un homme qui ne pense qu'à Dieu, qui voit Dieu dans tous les vieillards. L'amour de sa vie, c'est ça, c'est le don à tous ces gens-là. Chaque pauvre ou personne pauvre, c'était Dieu, donc il les traitait comme Dieu. Il trouvait qu'il n'y avait aucune différence entre un balayeur tout banal des rues et un prince. C'est un homme de foi et de réalisme, étonnamment réaliste. J'avais un ami prêtre exégète et invité à la maison qui disait « puisque vous dites le Christ dans les pauvres, on va regarder dans les textes comment ça se présente ». Et Armand était furieux en disant « mais il n'y a pas à chercher, c'est une évidence. De chercher, c'est déjà douter ». La prière du soir rassemble les permanents qui revivent et éclairent les événements de la journée. Ils comprennent alors combien ce don d'une vie est source d'admirables richesses. Si bouleversant est le visage du Maître qui apparaît sous tant de visages humains. Toutes les prières petits frères ont été écrites par lui, ce qui est d'ailleurs pas innocent. Ça prouve que quand même dans les prières classiques et dans tous les documents classiques, il n'y trouvait pas suffisamment
Donc il les a écrits lui-même. Des écrits fabuleux, extraordinaires, sont de très belles prières. Au fur et à mesure du temps, quand on les reprend, d'abord elles sont toujours d'actualité. Elles sont en pratique aujourd'hui. Et je trouve à chaque fois on y redécouvre quelque chose de différent. De tous les horizons, les ouvriers doivent venir nombreux se joindre à ce service d'amour. Tous ceux qui veulent apporter leur aide à titre d'auxiliaire sont les bienvenus. Il suffit qu'ils soient animés par la volonté de servir et d'aimer. Il faut dire qu'on était un groupe d'hommes. Et c'était que des hommes. Et les femmes, quand même, vous voyez qu'il se passait des choses extraordinaires. Elles avaient envie de participer, etc. Et Armand avait un chic pour mettre en marche des choses. Et il a envoyé ces dames qui étaient dans les restaurants, qui étaient distribuer des choses. Armand Marquiset appelait ces bénévoles femmes, ces petites fleurs, ces fleuretti, en référence à saint François d'Assise qui appelait Sœur Claire sa petite fleur. Pour lui, saint François d'Assise, c'était un modèle. Il était très marqué par les franciscains. On avait un aumônier franciscain qui était un type très strict, très sévère, bien plus âgé que nous, et qu'il a quelquefois disputé sérieusement, en disant « Vous êtes un mauvais franciscain ». Alors le père, René Charles, lui répondait « Comment pouvez-vous dire ça, Armand, puisque c'est vous qui m'avez choisi ?»« Oui, mais quand on choisit quelqu'un, on n'a pas encore vécu avec lui. Or, vous êtes tellement intransigeant qu'il va falloir mettre beaucoup d'eau dans votre vin. » Et il a laissé la place plutôt aux dominicains. Les petits frères ont ouvert les yeux sur tant de détresse. Ils savent que de grands efforts doivent être tentés au nom de la justice sociale. Ils ont le souci d'agir en ce sens et ils collaborent avec les organismes et les œuvres qui se situent à ce plan. Mais ils sont convaincus que le domaine de l'amour sera toujours immense et que de personne à personne, un lien doit s'établir, un lien d'amour que rien jamais ne remplacera. Il a évidemment demandé à ce qu'on porte l'anneau. Alors il a donné l'anneau même à des bénévoles qui n'étaient pas mariés complètement à l'ordre. Leur alliance avec les pauvres, consacrés à Notre-Dame, va lier les permanents pour toute leur vie. Ils seront désormais chargés de transmettre le message en le vivant. Ils seront les gardiens de la fidélité promise aux pauvres. Les assistants prononcent, eux, l'engagement verbal de consacrer pendant 1 an leur vie aux pauvres dans le cadre d'une communauté fraternelle qui leur apportera non seulement le soutien matériel, mais aussi la nourriture spirituelle nécessaire pour que leur générosité devienne témoignage authentique d'amour évangélique. Il a voulu faire une sorte d'ordre religieux qui n'a pas bien marché parce que Monseigneur Felletin, qui est un homme que j'ai personnellement beaucoup aimé, c'était le cardinal archevêque de Paris, mais qui avait une grande estime pour Armand, avait dit « Non, Armand, ne poussez pas des garçons comme ça à faire des vieux pieux et à se consacrer complètement comme un moine à la vie monastique que vous n'avez pas encore créée. » Et c'est comme ça qu'il a plus ou moins abandonné, après qu'on était chez le Saint-Père, et en particulier un pape que j'ai toujours trouvé très extraordinaire, c'était sa sainteté Pie XII, qui a beaucoup facilité les choses chez les petits frères. Et puis après, les papes ont suivi de la même manière, et les archevêques de Paris très fortement. L'association, après quelques difficultés, a pris une position et une orientation aconfessionnelle et apolitique. L'inspiration qui a amené Armand à créer l'association, effectivement, est d'inspiration évangélique, c'est clair. Ceci dit, aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui de l'association, c'est que c'est une association non confessionnelle dans laquelle s'engagent des bénévoles, libres de toute croyance et donc dans un esprit totalement œcuménique. Des gens, quelquefois, qui viennent chez nous pour être, par exemple, bénévoles, ils croient souvent encore, aujourd'hui, que nous sommes le masculin des petites sœurs des pauvres. Voilà, il y en a encore qui croient ça. Alors on leur dit « Ah bon, heureusement, parce que je ne serais pas venu. Si vous aviez été chrétien, s'il faut faire une prière, je crois que Saint Vincent de Paul, quand ils ont des réunions, ils font une prière. Bon, eux, c'est confessionnel, pas nous. Et comme ça, on peut prendre tout le monde. On peut avoir des musulmans, on peut avoir des athées, des agnostiques, de tout ce qu'on veut. Et puis des pratiquants, et puis voilà. Puis ceux qui croient un quart d'heure par jour...
ils peuvent rentrer. Alors donc, on brasse beaucoup plus de monde. Nous ne sommes pas une association chrétienne. Nous sommes, par contre, enracinés dans cette histoire-là. Et on la porte, on en est fiers. Mais on est une association qui accueille toutes les bonnes volontés dans le cadre d'un projet commun où les valeurs qui sont portées sont des valeurs d'altruisme, d'amitié, de respect infini pour la personne. Tous ceux qui se reconnaissent dans ce respect complet de l'autre peuvent nous rejoindre. Alors, vous avez entendu dans tout ce que je viens de dire quelque chose qui peut être tout à fait évangélique, parce que je crois que le message chrétien, le message de l'Évangile, est un message qui évidemment est très porteur de toutes les valeurs qu'on vient de dire. Il y a des tas de gens qui continuent encore aujourd'hui à penser que ce message d'Armand Marquiset est totalement d'actualité et qui cheminent avec lui sur ce chemin de rêve d'une société plus fraternelle. On a eu beaucoup de débats en interne sur l'intitulé de l'association, les petits frères des pauvres. On a eu sans doute des tentations, quelquefois, de vouloir en changer. Des débats sur « Ah oui, mais alors pour aller chercher les donateurs, c'est pas forcément le bon titre parce que les gens croient qu'on est une organisation confessionnelle ou pas. » Bon, je me dis, après tout, c'est pas un problème. Ce sont des noms qui sont difficiles, mais qui sont représentatifs aussi à un moment donné de la démarche de celui qui a fondé. Je crois que si on utilise toujours le mot pauvre 70 ans après la création de l'association, ça veut dire justement que c'était le mot qu'il fallait à l'époque. Il n'y a pas que la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté psychologique, affective, le handicap, tout le côté financier. La pauvreté avec un grand P au sens large. C'est une invitation à la réflexion en permanence. Nous sommes perpétuellement invités à nous poser la question, mais qui sont les plus pauvres aujourd'hui? Vers qui devons-nous tourner prioritairement? Pendant ce temps, la vieille dame seule erre sans joie dans le marché. À quoi pense-t-elle en accomplissant cette corvée quotidienne? Oui, sans doute à son manque de ressources, mais aussi au manque de saveur qu'ont les aliments lorsqu'ils ne sont pas partagés. Ne plus pouvoir s'occuper que de soi-même, c'est peut-être la suprême pauvreté. La pauvreté en relation majore toutes les autres pauvretés. Elle est la cause de beaucoup de nos fractures sociales d'aujourd'hui, la perte de relations. Ça ne concerne pas que les personnes âgées, ça concerne, j'allais dire, tous les âges. Mais particulièrement les personnes âgées, parce que au fur et à mesure qu'on vieillit, on perd son réseau relationnel professionnel. Puis ensuite, ses amis qui décèdent parce qu'ils vieillissent. Et puis, c'est son conjoint. Et finalement, il faut aller, j'allais dire, reconstruire des relations. Et ça, quand on est âgé et qu'on est fragile, eh ben, ça devient très compliqué. Alors, comment nous luttons contre cet isolement social? En reconstruisant de la relation. C'est-à-dire en rejoignant ceux qui sont dans cette pauvreté de relation, et en retissant avec eux une vraie relation, j'allais dire, personnelle, humaine. J'ai vu un reportage à la télé, une personne qui apportait un colis à une personne âgée, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux quand même prendre 1 heure de mon temps, aller voir quelqu'un. Et donc voilà, je me suis impliquée à ce moment-là. Et puis, une fois qu'on y est, on est emporté dans beaucoup d'actions, donc on trouve qu'on est vraiment utile, et donc on y reste. Raymond Adélaïde. Bonjour Raymond. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? On n'apporte pas la nourriture. Nous, on apporte juste le lien social, c'est-à-dire vraiment permettre à la personne de pouvoir voir qu'elle n'est pas enfermée dans sa solitude, quoi, qu'il y a une porte ouverte vers l'extérieur. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? D'être toute seule, on s'ennuie. Et j'ai demandé pour voir si les petits frères ne pouvaient pas s'occuper de moi. Moi, ça me fait voir du monde. Ben, j'ai personne ici qui vient. Si je les avais pas, je sais pas. Ça m'aide beaucoup moralement. C'est pas une fois comme certaines associations qui s'occupent un petit peu. Là, non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je dois me déplacer, il y aura forcément un bénévole qui va prendre le relais. Donc c'est les petits frères qui mettent en place en fait que ça continue. Les personnes même en dégradation, quand ils sont installés ailleurs, on essaie de les suivre et essayer de toujours continuer l'accompagnement,
même s'ils sont plus chez eux, ils sont plus à domicile, ou bien ils changent de maison de retraite, ils vont de la maison de retraite à l'hôpital. Il y a un suivi en fait des petits frères de la personne jusqu'à la mort. Moi, je viens peut-être avec le sourire, mais on me reçoit aussi avec le sourire, et ça, c'est énorme. Quand on cogne chez quelqu'un et la personne est contente de vous voir, c'est génial. Ça, c'est génial. La devise d'Armand Marquizet, c'est le fleur avant le pain. Donc c'est pour faire plaisir, venir donner du sourire. C'est pas matériel, c'est ça en fait la devise des petits frères. Avez-vous observé ces fleurs que l'on voit parfois aux fenêtres des maisons les plus humbles? Elles sont le luxe de la misère, la parcelle de beauté qui rend la vie supportable. Elles sont le superflu indispensable. Il suffit parfois de quelques fleurs pour faire revivre le souvenir des jours heureux. Il suffit de quelques fleurs pour rappeler aux plus désespérés qu'il n'y a pas d'hiver qui ne débouche sur le printemps. On a affaire à une population qui est privée des joies les plus simples. Mais voilà, Armand Marquizet l'avait compris dès le début. L'action sociale se développe à l'époque et ça donne les restaurants populaires, l'aide aux pauvres, bien sûr. Mais c'est de la distribution, c'est de la solidarité. Lui essaye de faire une différence énorme entre la solidarité et la reconnaissance de l'autre. Finalement, l'amour. Pour lui, c'est une constante. Quand on aime les gens, on offre des fleurs. La seule façon de le prouver, c'est de dire, des fleurs avant le pain. On avait des gâteaux que je portais à Noël chez des vieillards qui m'avaient recommandé, parce que ce sont des gens qui ne demandaient jamais rien. Quand il m'a vu partir avec ce plateau, il m'a dit c'est tout ce que tu prends? J'ai dit oui, j'ai quand même pensé à des bouteilles de vin fin, que je lui ai dit. Je te parle pas des bouteilles de vin fin. T'as pas pensé à offrir un petit cadeau à chacune de ces dames? Ils étaient 3. Et il m'a envoyé chez Mélerio, qui était un petit frère comme moi, qui est venu petit frère longtemps après. Mélerio, qui est la grande bijouterie, qui jouxte Cartier, comme on dit, Cartier, juste à côté. Et on a acheté 3 bijoux, des petites bagues de diamants. Ça, c'est le superflu. Mais dans la démarche à laquelle je me livrais, c'était le plus important. Donner des fleurs avant le pain. Il y a aussi dans l'association des équipes et des établissements qui ont été créés pour pouvoir contribuer à aider des personnes dans ces situations. Vous êtes au Café des Petits Frères des Pauvres. Nous sommes un café qui a pour but de réunir des gens de tous milieux pour recréer un ciment social. Il y a aussi bien des jeunes, des étudiants, que des personnes âgées qui viennent jouer régulièrement aux échecs. C'est beaucoup de personnes très très modestes. Il ne faut pas oublier que notre café est à 45 centimes. On peut aussi disposer de l'Internet. Donc des personnes qui ont besoin de monter des dossiers, puisque ça arrive très souvent, ils peuvent aller utiliser notre Internet et même imprimer leur papier. Et ça ne leur coûte rien. À Chanoinesse, nous accueillons des groupes tous les jours. En moyenne, sur l'année, 33 personnes par jour. C'est Armand Marquizet qui a trouvé ce lieu. Mon travail, c'est faire vivre cette maison pour que ça soit un moment le meilleur possible et que les gens repartent avec un grand sourire. Juste quelques temps d'attention pour vous souhaiter la bienvenue de la part de toute l'équipe de Chanoinesse. Voilà. Alors, on vous a préparé à manger un petit velouté du Barry, choucroute de la mer, plateau de fromage salade et moelleux au chocolat, crème anglaise.
Les bénévoles sont là pour aider les personnes à pouvoir rediscuter, reparler avec l'autre, être avec l'autre, refaire du lien ici à travers la découverte ou le ressenti des différents sens. En ce moment, il y a une exposition, c'est des personnes accompagnées et les bénévoles qui peignent avec une professionnelle et ils ont exposé et le vernissage était hier. Tout le monde dit me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarme con el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarme con el alma mía. La 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 la. À Chanoinesse, on rit, on danse, on retrouve notre jeunesse, voilà. Et ça, et encore une dame me disait aujourd'hui, celle qui a dansé et qui a 93 ans, mais moi, j'ai mal partout. Quand je danse, j'ai plus mal. Voilà, ben c'est ça, Chanoinesse, c'est que chacun repart avec un petit bout d'un instant de plaisir ou d'instant de petit bonheur. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens, quand ils vous prennent la main et puis qui vous disent « on est bien ici ». Voilà, ça me fait du bien. Je sais que la personne, elle est sincère. Je le sens à travers sa main, à travers ce qu'elle est. Et puis je me dis, bon, bien, on a réussi. J'ai entendu parler des petits frères autour de moi. J'ai demandé s'ils pouvaient m'accepter. Ils m'ont dit oui. Les personnes âgées qui sont seules ne l'ont pas choisi et c'est ce qui m'a dirigée vers cette association. Je ne regrette pas. J'étais partie pour un repas de Noël et puis ça fait 4 ans que je me suis laissée avoir. Mais bon, c'est avec plaisir. Et puis on m'a, on m'a attribué à Gisèle, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, et on s'en accommode bien l'une et l'autre. Et en plus, physiquement, elle ressemble à ma mère, donc c'était plus facile peut-être pour moi aussi. Et elle se comporte un peu comme ça aussi. Prends pas froid, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Moi aussi. On s'entend bien, mais on se taquine des fois. Hein, et elle nous remonte beaucoup le moral. Parce qu'on en a besoin. La spécificité des petits frères, pour moi, c'est ça, c'est accompagner. Accompagner dans le sens du terme, c'est-à-dire on est avec. On n'apporte pas un panier, point barre. Non, on est avec la personne et on vit des moments ensemble et qui sont inoubliables, quoi. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers les Champs-Élysées et l'hôtel Marriott, où donc les petits frères des pauvres ont organisé une réception pour le repas de Noël avec donc un grand nombre d'invités. Depuis 6 mois, je prépare cet événement avec une équipe de bénévoles. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de veiller à ce que l'événement se passe comme il était prévu. On est élevé, on va dire, dans le lien social, dans le respect de nos aînés, dans effectivement de les entourer, hein, on va dire surtout à la fin de la vie. Et c'est vrai qu'on apprend à donner, à aimer et à recevoir ces personnes. Il y a des gens qui sont seuls, c'est important de leur donner du temps et de leur donner du bonheur. C'est l'amour, avec un grand A. C'est un brave 3 matin comme un oiseau. Iseo, Santiago, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Iseo, Santiago. Le mot accompagnement est un mot fort, parce que quand on est accompagné, ça veut dire jusqu'à la fin de vie. Ça veut dire que les bénévoles qui sont chez les Petits Frères des Pauvres, ils sont formés également pour accompagner les personnes en fin de vie, donc avec tout ce que ça peut comporter qu'on imagine. Donc c'est ça peut-être, je dirais, qui fait la spécificité de la maison, c'est vraiment la fidélité jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive. Il arrive qu'on enterre des vieux amis et il n'y a personne, c'est rare, mais il y a 1 an, en mai, avec son bénévole, il n'y avait personne. Un monsieur, on l'a enterré. Nous avait-il dit, quand on l'a eu il y a à peu près 4-5 ans, il avait 2 fils
qui, nous a-t-il dit, parce que bon, était parti aux États-Unis, on ne sait pas quel état, quand il est décédé, s'il n'y avait pas eu son bénévole et moi, ben, il y avait que les croque-morts. Et vos neveux et nièces? Ah ben, ils ne viennent jamais, eux. Ça n'empêche que vous avez toujours un bon moral. Oh, heureusement, j'ai eu un bon moral. Vous souriez toujours? Toujours. J'ai toujours eu un bon moral, toujours. Heureusement, vous savez. Heureusement, oui. Il faut l'avoir ici, hein. Oui, surtout ici. Il y a des moments où je souris, il y a de quoi devenir folle. Dans ma vie d'infirmière, je voyais toujours les malades, les résidents, regarder toujours la même chose, souvent la porte, en espérant une visite. Le regard d'une personne qui ne regarde plus rien, ça m'a beaucoup impressionné. Et je m'étais dit, bien sûr, rien ne bouge, ce coin de ciel restera toujours ce coin de ciel, cette porte restera toujours cette porte. Ce qu'il faudrait, c'est faire bouger les choses. Et lentement, mais alors très très lentement, a surgi un peu une image d'un bateau qui bouge, avec des paysages qui bougeraient, qui changeraient constamment. Et ainsi est née l'idée d'organiser une croisière pour ces gens qui ne bougeaient pas de leur lit. Et c'est ainsi que, grâce aux Petits Frères des Pauvres, ça a pu se réaliser et qu'on a offert une croisière à 70 personnes âgées, toutes en fauteuil roulant sur le Rhin. Pourquoi le Rhin? Parce que c'est un fleuve où les paysages changent souvent. Ça s'est pas fait facilement. D'abord, il a fallu convaincre les gens. Donc, premièrement, les petits frères, et ça a été le plus facile, parce que vraiment, ils sont rentrés dans le jeu, ils ont été extraordinaires. Ensuite, il a fallu convaincre les personnes elles-mêmes. Comment je ne bouge pas, comment voulez-vous que j'aille faire une croisière? Ensuite, il a fallu convaincre les familles. Mais enfin, vous n'y pensez pas, déplacer ma mère alors qu'elle ne bouge pas de son lit. Ensuite, il a fallu convaincre le commissariat de police pour avoir des cartes d'identité. Comment? Elle peut pas se présenter au commissariat pour sa carte d'identité et elle va aller faire une croisière? Ensuite, il a fallu convaincre des médecins, il a fallu surtout trouver un bateau. Vous auriez vu le regard de ces marins le jour dans l'embarquement, quand ils ont vu arriver ces 70 fauteuils roulants. Enfin, on s'est débrouillé, ça été merveilleux, ça s'est bien passé, ça a été une semaine de rêve. Une personne avait fait sa croisière alors qu'elle était vraiment très gravement malade. Et elle a vécu un moment merveilleux. Et 2 mois après, elle était vraiment en fin de vie. Et elle a dit à son médecin qui voulait lui demander si elle voulait quelque chose. Elle dit non, ne me donnez rien. Je ferme les yeux et je pense à la croisière. Et elle s'est éteinte comme ça, sans calmant. La seule chose qu'on peut offrir à des personnes dépendantes, c'est du rêve. Et ça, c'était du rêve. C'est les séjours de vacances, qui ont été pour moi l'occasion vraiment d'une imprégnation de la vie de l'association. Parce que pendant 3 semaines, j'ai vécu au quotidien avec des personnes âgées, de parties de fou rire, d'échanges extraordinaires. Et donc c'est vrai que cette complicité qu'on pouvait vivre, c'était l'occasion aussi de modifier pour moi le regard que je pouvais porter sur la vieillesse. Parce que ça a été surtout ça. Et grâce à cette relation, on est en mesure de ne pas considérer finalement la vieillesse que comme un déclin et un naufrage. Le château de Montguichet, c'était la demeure familiale de Armand Marquiset, qui est né ici en 1900 et qui a décidé de léguer cette demeure à son association des Petits Frères des Pauvres en 1950. Son souhait, c'était que ce soit une maison de vacances pour accueillir des personnes âgées durant des week-ends, des séjours un peu plus longs, voire des journées. Donc depuis 1950, c'est toujours une maison de vacances qui accueille des personnes âgées. Ce concept de maison de vacances tel qu'il a été imaginé par Armand et qu'il continue d'être mis en action, c'est vraiment quelque chose qui existe pas ailleurs. C'est pas un hôtel-restaurant, c'est pas un village de vacances, c'est un lieu presque familial. Enfin, on essaye en tout cas que les gens se retrouvent entourés et participent aussi à la vie de la maison. Ça se passe dans la joie et la bonne humeur et l'entraide. Et donc c'est un concept, je trouve, très innovant. Ces isolés connaissent à nouveau la saveur de l'amitié qu'ils avaient oubliée.
Réunis pour un voyage commun, ils sont redevenus pareils à des enfants au seuil de l'aventure de la vie, curieux et impatients du lendemain. Car c'est bien une aventure qui vient rompre soudain la morne théorie de leur jour. Les petits frères leur offrent des vacances. Ils y ont droit comme les autres, plus que les autres. Rien ne devrait être trop beau pour ceux qui sont prêts d'atteindre le but du voyage. Le soir de la vie devrait leur apporter ce qui leur a été refusé tout au long de la route. Lorsque les petits frères des pauvres emmènent des personnes en séjour de vacances, le transport est assuré par des bénévoles du point du domicile jusqu'à la maison de vacances. Quelquefois un transport collectif, mais plus généralement, ce sont quand même des gens âgés qui ont des difficultés à se déplacer. Un transport individuel. Et ce bénévole me racontait qu'ayant quitté Paris, arrivant à Achy, une de ces maisons de vacances, quand on arrive devant cette maison, c'est assez impressionnant. Il y a des grilles, puis il y a un grand parterre, et puis il y a cette bâtisse au fond en briques. Vous imaginez la personne assise, sa valise posée à l'arrière, elle vient de quitter son petit appartement, elle est assise à côté du chauffeur, et ce bénévole lui dit « Ben voilà, madame, on est arrivé ». Puis il ralentit, stationne un petit peu pour que la dame puisse voir. Et la dame lui dit « Oh, ben c'est très beau, peut-être qu'on aura l'occasion de venir le visiter quand on sera arrivé, et vraiment c'est joli ». Et le bénévole lui dit « Mais non, mais on est arrivé, vous allez... c'est là où vous êtes en vacances. »« Oh non, écoutez, ne rentrez pas, on n'a sûrement pas le droit de rentrer, c'est interdit. » Et cette dame ne s'imaginait pas qu'elle allait pouvoir passer ses vacances dans ce lieu. Il y a des choses qui se sont passées dans la tête de cette dame, un choc qui est extraordinaire. Elle ne pourra pas l'oublier. Nos personnes accompagnées, c'est des gens qui n'ont pas connu le bien-être, le bonheur. C'est des gens qui ont souvent souffert, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ne savent pas ce que c'est que les vacances et qui n'ont pas su ce que c'était que les vacances, qui n'ont pas su ce que c'était les beaux hôtels, les belles choses et tout. Et ce que j'aime dans les petits frères, c'est de dire, ben voilà, on a les châteaux du bonheur, c'est-à-dire, ben voilà, dans votre vie, au moins une fois, vous serez rentré dans un beau château. Vous aurez pu faire « Oh là là, je vis ça, mais c'est incroyable pour eux, quoi. » Et ça, c'est magnifique. J'ai le plaisir d'avoir 8 personnes, de leur faire vivre quelque chose de magnifique. J'en ai une qui m'a dit « Je crois que de ma vie, j'ai jamais été autant ri. » Elle me dit « Je suis bien, je suis heureuse. » Eh ben ça n'a pas de prix, quoi. Pour moi, ça n'a pas de prix. La vieillesse, ce devrait être la vie de château. C'est ce que pensent les petits frères. Et cette vie de château, ils ont voulu que les plus pauvres puissent la connaître pendant un mois de vacances. Chaque année, de somptueuses demeures, abbayes ou châteaux, accueillent des hôtes qui vivent un rêve éveillé. Eux qui n'espéraient plus rien ont tout. Le nécessaire et le superflu. Et par-dessus tout ce luxe suprême, la chaleur humaine, l'amitié qui se prolongera bien au-delà de ce mois de vacances et qui leur redonnera le goût de vivre. Car il ne s'agit pas pour eux d'une de ces chances passagères que suivent des lendemains encore plus amers. Ils ont la certitude de pouvoir revenir chaque année dans ces résidences d'été. Armand était un peu gêné le fait qu'on avait un château et nous recevions les pauvres. Ça le mettait pas bien à l'aise. Donc il avait imaginé que ce soit le prince et la princesse d'Achy, un ménage de personnes âgées, identifié à Achy, qui accueille les autres. Un vieux ménage, 60 ans, il s'appelle Monsieur et Madame Jay, une ouvrière, un ouvrier, très sympa, mais modeste, etc. Ils deviennent les princes et princesses d'Achy. Il a dit, voilà, moi je me suis fait un beau rêve en ayant le château d'Achy. Vous, madame, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Quel est votre rêve le plus beau? Et elle lui dit, moi, mon rêve... Elle dit, non, quelque chose d'utopique que vous pourriez pas avoir. Elle dit, une belle bague en diamant. Et Monsieur Marquiset a acheté une belle bague en diamant. Et alors, cette bague de diamant a fait hurler les gens. Parce que quand la princesse, qui était une femme absolument charmante, quand elle est morte, malheureusement, quelques mois après, l'offrande de cette bague de diamant, Armand dit, qu'est-ce qu'on fait de la bague? Le prince est venu voir Armand en disant,
Monsieur Marquiset, ça serait trop de vous demander, tellement elle était folle de cette bague quand vous lui avez offerte, de la lui laisser jusque dans la tombe. Armand a dit tout de suite oui. La bille de l'après, on l'a eu à cause de ça. Je me déplace avec Armand Marquiset et Gabriel Bertrand. Quand le général de Belfond nous a reçus dans son salon, Armand lui dit « Mais enfin, mon général, pourquoi nous offrez une telle merveille ?» C'était une merveille. 5 hectares, des pierres encore très solides et bien agencées. C'était vraiment le beau cloître qu'on a arrangé après depuis. Et le général lui a dit « Mais que voulez-vous me dire ? Mais je vous demande, général, pourquoi vous nous appelez, nous, pour avoir une telle merveille, alors que nous ne nous connaissons pas ?» Il a répondu devant moi et devant Gabriel, « Si, je vous connais très bien, à cause de la bague de diamant, et c'est pour ça que je vous offre l'après. » Vous savez, derrière ça, avec une certaine émotion, on peut mettre tout un stock de points de suspension. L'amour, c'est ça, Armand. Juilly-les-Buxiers est un petit village de 250 habitants où cette maison a été achetée par Armand Marquiset. L'été, les personnes viennent pour passer les vacances dans un havre de paix, pour faire une rupture des grosses villes, du bruit, de l'agitation, et entourés par les bénévoles petits frères qui vont être là aux petits soins de ces personnes pendant 8 à 10 jours pour leur donner du bonheur. Comme dit Armand, les fleurs avant le pain, et c'est ce qui est vraiment très important. Et ce qui est des valeurs fortes qu'on porte encore et j'espère qu'on portera toujours. Nous avons eu sur Juilly l'avantage de pouvoir, pendant un certain nombre d'années, prêter la salle polyvalente à la paroisse et le prêtre venait dire la messe tous les samedis soirs parce que l'église était quand même mal chauffée sur Juilly. Donc les personnes âgées qui résidaient en hébergement temporaire venaient à la messe, mais aussi tous les gens du village pouvaient venir à la messe. Ça, on a fonctionné comme ça pendant un certain nombre d'années, mais ensuite nous proposons aux personnes âgées de les accompagner le dimanche matin, y compris pendant les séjours de vacances à la messe de Buxy. Par contre, le prêtre nous fait une messe tous les 15 jours le mardi matin, mais on continue à avoir une vie spirituelle par rapport à ça pour les personnes qui le désirent. À Gigny-sur-Saône, le château fut bâti en 1925-26 et les petits frères des pauvres en sont devenus propriétaires en 1958. Où là, à partir de 59, les premiers séjours de vacances ont eu lieu. Nous avons monté un projet qui fera que Gigny fera de l'accueil temporaire à l'année. Donc nous serons ouverts du 1er janvier au 31 décembre. Pour faire que de l'accueil temporaire. On peut accueillir aussi les aidants, du coup ça leur permet d'être avec leurs personnes, mais de moins s'en occuper puisqu'on a du personnel salarié. Puis le but quand même de l'accueil temporaire, c'est à un moment donné retourner chez soi. On va dire c'est le chéneau qui est entre la maison de retraite et le domicile, ce qui permet d'avoir des personnes à domicile plus longtemps. Ce sont des personnes qui viennent d'un périmètre d'une trentaine de kilomètres. Et donc, lorsqu'elles rentrent chez elles, ou même quelquefois ça arrive, elles partent en établissement définitivement, eh bien, je fais quelques visites. Récemment, je suis allée voir une dame dans une maison des seniors. Elle ne reviendra pas cet hiver, mais il y a eu un très bon contact cet hiver. Et au mois de septembre, je suis allée lui faire une petite visite avec un petit bouquet de dahlias du château. Fautière est située en Bourgogne, au nord de la Côte d'Or. On fait de l'accueil temporaire l'hiver, donc du 15 octobre au 31 mars. On reçoit des personnes en séjour, en général des personnes de la région qui viennent passer l'hiver chez nous parce que chez eux c'est trop pénible. L'hiver, on les sent revivre, c'est certain. Ils arrivent très souvent déprimés de la solitude et quand ils repartent, ils ont larmes à l'œil et ils n'ont pas envie de repartir, et ce qui se comprend. On ne va pas au travail ici. On ne pense pas comme ça. Hein. Non, on y retrouve un grand réconfort quand on en a besoin. On en donne aussi, on le reçoit.
Le château a été légué par la famille Suquet. Les enfants ne voulaient pas le garder, puisque bon, il y avait pas mal de travaux aussi à faire. Il fallait le remettre un peu en état. Et à ce moment-là, donc, une des petites filles de la famille de monsieur et madame Suquet était bénévole chez les petits frères. Donc c'est elle qui a proposé à ses oncles et ses tantes de faire la donation aux petits frères des pauvres. Les testateurs, c'est une chose qu'on n'avait pas spécialement prévue, mais il y a des gens qui avaient testé en faveur des petits frères. Quand j'arrive à la recherche de fonds, je découvre que là, il y a un potentiel assez fabuleux qu'il faut bien regarder. Il y a beaucoup de gens qui répugnent, n'ayant pas d'enfants, de donner ça aux neveux et préfèrent choisir une œuvre. Dès le départ, Armand Marquiset allait chercher de l'argent auprès de ses amis, de ses relations. Et nous avons aussi cette mission. On est quelque part dans ce mouvement-là. Et on est aussi des héritières de ça. On accompagne des personnes âgées. D'elles, nous n'acceptons rien, puisqu'on les accompagne dans un souci de gratuité. On refuse des legs qui viennent de personnes accompagnées, parce que ça fait partie de notre éthique. Ils sont aujourd'hui l'une des rares organisations qui vivent de la générosité du public pour les 3/4 des ressources des petits frères des pauvres. La notion importante, c'est que si les fonds viennent de personnes individuelles, de bienfaiteurs, ça nous permet de garder notre liberté. Et garder notre liberté, ça veut dire qu'on peut se lancer dans des actions innovantes que d'autres ne font pas, dans des expérimentations. C'est toute la liberté d'action qui en découle. Pas mal de nos testateurs, donc ceux qui vont passer par le legs, sont déjà des donateurs fidèles. Plus de 50% à peu près. Ils ont soutenu l'association pendant leur vie active et, arrivés à l'aube de leur vie, se retourner vers l'association qu'on a supportée, entre guillemets, toute sa vie. Ça paraît d'une grande logique. On organise les obsèques de nos bienfaiteurs. C'est quasiment le prolongement naturel de l'exécution de leur volonté. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'1 an après leur décès, on fait un hommage, on leur rend hommage dans la presse à travers une petite annonce qui dit, voilà, on se souvient de cette personne. Et les petits frères sont reconnaissants vis-à-vis de ce bienfaiteur. Les testateurs viennent aussi chercher à faire partie de la grande famille. La grande famille qui peut pas, c'est pas les uns sans les autres. Je veux dire, s'il n'y a pas des bienfaiteurs pour financer, s'il n'y a pas des bénévoles pour visiter, s'il n'y a pas des salariés pour assurer la continuité, s'il n'y a pas les personnes accompagnées qui ont des besoins et des demandes, il suffit qu'il manque un élément pour que l'institution soit bancale. Donc oui, ça se rapproche de la famille, première cellule. Et donc, pour moi, c'est le mot frère qui est important. Parce que frère, ça veut dire aussi fraternité. Ce que nous ambitionnons, c'est de vivre la fraternité entre nous. Quand je dis entre nous, c'est aussi bien entre bénévoles et salariés, dans cette idée que nous n'agissons pas de façon isolée. Les bénévoles ne sont pas isolés, ils sont intégrés dans des équipes. Et cette vie d'équipe est aussi l'occasion de vivre la fraternité, bien sûr. En France, aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 salariés. Et puis, environ 12 000 bénévoles, donc, dont plus de 1000 sont aujourd'hui membres actifs. Membre actif, ça veut dire qu'on peut venir participer à l'Assemblée générale, définir la politique de l'association, élire les membres du conseil d'administration, voter les budgets, etc. Donc, vous voyez, il y a un cran un petit peu supplémentaire par rapport aux bénévoles de base. On est finalement relativement exigeant, puisqu'on leur demande beaucoup à ces bénévoles, c'est de s'engager dans l'action, de s'engager dans la vie associative. Mais ce que nous constatons, c'est que dans le fond, nous sommes payés en retour par justement une certaine fidélité. Noël est la fête de la famille. Les petits frères ont voulu que leur grande famille fût aussi rassemblée ce soir-là autour de l'arbre. Beaucoup de ces convives sont en pays de connaissance. Ils se sont déjà rencontrés dans quelques châteaux de vacances ou reconnaissent le petit frère qui leur rend habituellement visite. Ils évoquent les souvenirs communs.
c'est le réveillon de l'amitié retrouvée, le réveillon de l'espérance, car ils savent que désormais, ils ne seront plus seuls. Pour qu'une société vive bien, il faut que l'ensemble des générations qui la composent puissent vivre ensemble. Chez nous, nous avons beaucoup de jeunes bénévoles. De plus en plus, je constate que les jeunes ont envie justement de donner à son prochain, témoigner. Je pense que la fraternité, aujourd'hui, a un sens effectivement plus fort que jamais. Le mot de fraternité remonte à la surface. Lutter contre la solitude et l'isolement des personnes les plus vulnérables, les petits frères des pauvres, le proposent. Que l'on soit croyant ou pas croyant, c'est à la fois une démarche pour un croyant, puis c'est aussi une démarche citoyenne. Mon rêve rejoint celui d'Armand Marquisé d'une société réellement conviviale, réellement fraternelle, réellement dans le partage, où chacun a un espace d'engagement à la portée de sa main. Parce que la fraternité est dans nos mains à nous. Elle n'est pas dans les mains des gouvernants, elle n'est pas dans les mains des institutions. Et donc si on pouvait permettre de faciliter l'exercice de la fraternité, l'exercice de la relation à l'autre partout, eh bien je crois qu'on serait sur le bon chemin.